m'appelle Philippe Chichereau. Je suis assistant technique en coordination sectorielle mise à disposition par l'Union européenne dans le cadre de la CAONEF, et ça fait quelques temps que je travaille avec le secrétariat permanent pour assister leurs travaux dans leurs différentes missions au sein du RCPCA. Alors ici, on a une cellule de 2 personnes actuellement. On espère avoir une 3e personne qui pourrait nous rejoindre, nous renforcer. Les principales missions pour nous, c'est, on peut dire, de renforcer le leadership national, en particulier au sein des ministères techniques, pour une meilleure mise en œuvre du RCPCA, une meilleure efficacité des fonctionnements de chaque ministère. Et pour cela, on travaille, la coordination sectorielle ne fonctionne que si on travaille avec des partenariats qu'on appelle inclusifs, c'est-à-dire qu'on insère l'ensemble des partenaires, non seulement du gouvernement et des PTF, mais également les acteurs de la société civile, les acteurs du secteur privé. Donc notre action, quand on parle de leadership national, c'est accompagner le gouvernement et ses ministères à travailler en inclusivité avec tous les gens qui soutiennent le plan national. La coordination, c'est un mot qui est difficile à expliquer, mais pour reprendre l'idée du leadership national, si vous voulez que les gens travaillent ensemble et se coordonnent et travaillent ensemble, c'est l'idée du travailler ensemble d'une meilleure façon. Il faut tout d'abord avoir des objectifs communs. C'est pour ça qu'on commence tout d'abord par travailler sur les politiques et les stratégies sectorielles qui sont un petit peu les guides pour tous les gens qui travaillent dans ce secteur. Et on a remarqué, en commençant à travailler avec le RCPCA, que beaucoup de secteurs avaient soit pas de politique, de stratégie sur lesquelles s'aligner, soit trop de documents qui n'avaient pas une cohérence. Donc, je dirais la première chose pour bien coordonner, c'est d'avoir des objectifs communs qui sont définis dans ces politiques stratégiques. Donc beaucoup d'efforts ont été faits par l'ensemble des partenaires gouvernementaux et non gouvernementaux pour avancer là-dessus. Au-delà de la politique stratégique qui va guider les gens, il faut des outils, différents outils. Bon, vous savez par exemple que dans le cadre de la CEMAC, il est essentiel pour un gouvernement de mettre en place maintenant des budgets programmes qui permettent de mettre en cohérence et de montrer la cohérence des différents programmes et des différents projets dans cet alignement sur des politiques et stratégies nationales. Et ça, c'est un travail de longue haleine qui demande à la fois de la formation, donc il y a beaucoup de formation à faire. Avec différents soutiens, nous avons mis en place un guide de politique sectorielle qui nous permet de travailler avec les partis pour leur montrer un petit peu la voie à suivre. Donc il y a beaucoup de travail de formation, améliorer les compétences et surtout amener les partenaires ensemble, parce que la plupart du temps, ils ne se parlent pas. Et le principal écueil est que, vous savez, on commence, le deuxième outil, peut-être que je devrais dire ça, le deuxième outil, c'est une base de données qui rassemble toutes les informations des différentes interventions de ces partenaires, du gouvernement. Il est très fréquent que quand vous arrivez dans une préfecture, les gens vous disent on voit des voitures passer, on voit des sigles qui passent, mais on ne sait pas qui travaille pour nous. Quand vous arrivez dans un ministère, on arrive même au plus haut niveau du ministère de rencontrer des gens qui vous disent « mais je ne suis pas au courant de ce partenaire, qu'est-ce qu'il fait dans le pays ?» Donc la base, le socle est le socle d'information. Donc nous travaillons aussi sur des outils de partage de l'information. Nous, comme je dis, on facilite, on accompagne les ministères. L'idée d'améliorer la coordination et donc d'avoir ces outils s'est transformée en une nécessité d'un peu d'institutionnaliser cette coordination. Et c'est pour ça que depuis 2 ans, on a travaillé sur des fameux comités de coordination sectorielle qui sont maintenant mis en place dans 11 ministères. Et c'est un arrêté du Premier ministre qui a mis en place ces comités de manière formelle, parce que parfois il faut quand même formaliser les choses. Et donc aujourd'hui, ces comités existent,
Mais comme je dis, il faut transformer un peu la culture des gens et la façon de travailler et expliquer cette façon de travailler avant que ces choses se mettent vraiment en place. Donc sur l'ensemble des comités, aujourd'hui, pour être franc, aucun n'a commencé à fonctionner de manière formelle. Donc nous, on est en train de travailler avec les différentes autorités, en particulier au niveau des cabinets, au niveau des chargés de mission des différents ministères. Et on rend visite, on explique le bon sens, on leur explique pourquoi ce comité vise à améliorer la façon dont il travaille avec les différents partenaires, comment on peut améliorer la transparence, mieux se connaître les interventions, et ensuite améliorer l'alignement sur des politiques et stratégies sectorielles quand il y a besoin d'améliorer ces différents outils. Nos interlocuteurs sont au niveau des cabinets, des ministres, du haut jusqu'au chargé de suivi et évaluation, chargé de planification et de suivi. Quand on parle d'inclusivité, certes, au niveau de chaque ministère, il y a aussi des cloisonnements qu'il faut essayer de casser. Donc, il est important qu'au niveau de chaque ministère, en passant par le niveau le plus élevé, on appuie cette transparence, mais on n'a pas à donner d'ordre à des gens de se réunir. On facilite des réunions pour que les gens se parlent et échangent des informations. Alors, ces gens sont certes au sein du ministère, le leadership dans ces comités est celui des ministères, des directeurs de cabinet par exemple, à un certain niveau. Le ministre également, tous les trimestres, doit diriger cette réunion de coordination. Mais il faut savoir que ces comités, la plupart du temps, réunissent plusieurs ministères. Donc on travaille dans plusieurs ministères. Par exemple, dans le secteur rural, il y en a 4. Dans le secteur éducation, il y en a 4. Et il y a une grande parcellisation, et peut-être trop grande d'ailleurs. Et il est important que les gens soient ensemble. Et il y a souvent même des problèmes de relations entre ministères. Donc certes, ça c'est un premier niveau. Mais le deuxième niveau de difficulté, c'est avec les partenaires techniques et financiers, qui eux-mêmes doivent faire un effort pour mieux se coordonner ensemble, et pour qu'ensuite on amène à la fois les partenaires techniques et financiers auxquels on demande d'avoir un chef de file pour les représenter, pour faciliter les communications et les organisations des réunions, et également du côté du ministère. Donc les deux grands types de partenaires, ce sont les ministères, le gouvernement et les PTF. Mais dans toute la mise en œuvre, on oublie très souvent les agences de mise en œuvre, les ONG civiles, beaucoup sont internationales, mais on essaye de renforcer les ONG civiles, et évidemment les secteurs privés qui, dans certains secteurs productifs, dans la plupart, sont extrêmement utiles et doivent être renforcés également, c'est-à-dire ils demandent eux-mêmes à venir à la table et dire mais nous on fait ça, nous on peut vous aider à faire ça. Le principal outil, c'est d'avoir une politique du secteur, avec un plan d'action chiffré et qui permette de dire voilà où on veut arriver dans 5, 10 ans, voilà les moyens qu'il faut mettre en œuvre, et ensuite on peut réunir les gens autour de ces outils, de ces principaux outils de guide, et que les gens disent ben, nous on est intéressés, ou on est compétent pour vous aider dans tel domaine, tel ou tel domaine. Bien sûr, il y a plusieurs politiques sectorielles qui existent. Prenons par exemple la justice, un très bon plan sectoriel de justice. Et c'est justement grâce à ce plan, qui a d'ailleurs été concocté et travaillé et élaboré avec les partenaires. Vous savez que la collaboration, elle commence dès le début. Ce n'est pas quand le plan est fait qu'on réunit les partenaires en leur disant maintenant vous êtes concernés. Comme au niveau du projet, c'est la même chose. Donc la consultation et la participation se fait dès le départ. Donc là, on a des succès quand on a des politiques qui sont établies avec tous ceux qui sont intéressés à la soutenir, qu'ils soient nationaux ou étrangers, qui ont des compétences. Ensuite, on produit un document de politique. Et maintenant, vous apercevez que dans le secteur de la justice, il y a des comités qui ont été mis en place. Ça a été pareil pour le plan national de défense. À partir du moment où les gens se parlent, regardent ensemble les besoins et développent ensemble une politique et une stratégie cohérente, et qui plaisent à tout le monde, il est beaucoup plus facile ensuite de travailler, de mettre en œuvre cette politique qui est le but du développement. Alors, d'abord, on est dans un pays qui est un peu dans le début d'une sorte comme on dit, de restauration ou d'installation des systèmes administratifs de l'État. Hein, la restauration de l'autorité de l'État est un des grands projets, un des grands programmes du RCPCA. Il met beaucoup de temps à se mettre en place et c'est absolument logique parce qu'on ne met pas une administration sur pied en quelques ans, peut-être même, c'est pas suffisant.
Donc, et les formations à niveau même des préfectures continuent à se faire. Alors l'information, c'est malheureusement souvent le parent pauvre. On forme des gens, mais on ne se rend pas compte que l'information, c'est vraiment le socle sur lequel on base tout travail. Si on n'est pas informé, un avion ne sera pas fonctionnel si les instruments de bord ne sont pas fonctionnels. Donc il se passe qu'au niveau décentralisé, c'est encore pire qu'au niveau central. Quand vous discutez au niveau central, déjà, vous voyez des gens qui disent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un ministre va vous dire, ou un chef de cabinet, je ne connais pas ce projet, ou je ne connais pas bien. Ce n'est pas tout le temps, mais ça arrive. Des partenaires techniques et financiers vont vous travailler dans leur coin peut-être un peu, et puis ils vont dire, mais je ne suis pas au courant que j'ai un partenaire, un autre collègue dans une autre organisation qui fait la même chose. Ça, c'est au niveau central. Mais au niveau de la préfecture, c'est évidemment pire, parce que cette information descend encore moins bien. Nous-mêmes, quand on a travaillé et facilité des missions sur le terrain, on utilise notre base de données, donc cet outil qui est simplement qui fait quoi et où. On essaie de le mettre à jour avec tout le monde. On demande à ce que ça soit mis à jour, si possible, trimestriellement. Et on fait une impression de ce document et on l'envoie dans la valise avec les gens qui partent. Et puis on le montre au préfet, on le montre aux gens. Et ils sont non pas ébahis, ils savent ce que c'est, mais ils disent « Waouh, j'ai besoin de ça ». Mais pour décentraliser un système d'information, il faut déjà l'avoir correct au niveau central, ce qui commence à être le cas. Mais ensuite, il faut aussi qu'il soit partagé. Toute information, si elle existe, c'est très bien, mais si elle n'est pas disséminée et partagée, elle ne vaut rien du tout. Donc le deuxième point essentiel de toute base d'information, c'est qu'elle soit disséminée. Et là, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Bon, c'est un petit peu... la réponse est positive dans les deux cas. Il y avait un retard, comme je vous l'ai dit, dans la mesure où, quand le RCPCA a été monté, malgré tous les efforts de participation et d'inclusion des ministères, il y avait des faiblesses. Une politique sectorielle, on compte entre 6 mois et 1 an pour établir une politique sectorielle dans un secteur. Ça demande quand même tout d'abord un travail de diagnostic, d'état des lieux, de situation. Donc, elle ne naît pas en un jour. Donc certes, et c'est ce qu'on a essayé de faire, de rattraper le retard. Il y a peut-être encore quelques secteurs, qui devraient bénéficier d'une politique à jour et d'une stratégie à jour. Donc le travail continue à être rattrapé. Et en même temps, pour ceux qui ont des politiques et sectorielles existantes, eh bien, on avance beaucoup plus vite. Et c'est un peu, par exemple, prenons le cas des budgets programmes qui devraient être tous mis, si possible, alignés. Et en 2022, c'était 2021, 2022, 2023. On va avoir, comme je dis, les petits chevaux on va avancer à vitesse différente. Et selon les ministères, il y en aura qui seront à jour et d'autres qui seront très en retard. Et là, ça dépend des compétences, ça dépend du travail de chaque ministère. Il y a des ministères qui sont très, très imposants, très gros, où il y a plus d'une vingtaine de partenaires techniques et financiers, par exemple, en plus du gouvernement, qui travaillent là-dessus. Et il y en a d'autres qui sont tout petits, pour lesquels on a une politique qui est claire. Et donc là, c'est très facile d'avancer et de vraiment donner les produits et donner une vision claire à ceux qui veulent aider. Parce qu'en fait, ces outils-là servent à voir où on en est, voir si on atteint les objectifs. Et donc, si on peut faire ça, et qu'on réalise ce qu'on veut réaliser, on a gagné. Bon, je vois deux raisons. Les secteurs productifs, dits productifs, ils incluent souvent les infrastructures. Alors, on ne peut pas travailler du tout de la même manière dans les deux. Les infrastructures sont des programmes à très long terme qui sont très lourds à développer, à faire les études de faisabilité, qui sont très chers, donc ça met beaucoup de temps. Donc de toute façon, cela met beaucoup de temps, c'est pour ça qu'il faut s'y prendre rapidement. Et donc voilà, très cher et très long. Maintenant, dans les secteurs productifs, plus générateurs de revenus, l'agriculture, les secteurs qui peuvent générer des revenus rapidement, plus rapidement, où il y a un travail, et dès que le travail est exécuté, on voit les résultats, qui demandent moins d'investissement. Moi je crois qu'une des plus grandes difficultés, c'est justement la sous-inclusion du secteur privé. Enfin, c'est personnel, je pense que le secteur privé devrait être inclus beaucoup plus systématiquement. Et justement, vous savez, les investissements qui soient nationaux, il y en a, des gens qui veulent investir de manière nationale et de manière internationale, que ce soit même la diaspora veut investir dans ce pays. Les investissements directs étrangers ne commencent à venir que quand il y a
une meilleure connaissance de ce qu'on peut faire avec. Alors, il faut connaître les partenaires privés, mais il faut aussi leur donner un terrain favorable. Et les grandes difficultés qu'ont connues le pays sont à l'origine des retards. Alors, quand je dis il faut inclure le secteur privé, c'est que le secteur privé va s'insérer dans le tissu économique quand il y aura une certaine stabilité, quand ils n'auront pas peur pour leurs investissements, pour leur vie, pour la vie de leurs travailleurs, leurs collègues ou les gens qui travaillent pour eux dans les différents secteurs. Et ensuite, il faut qu'il y ait de bons processus économiques. Vous connaissez l'indicateur Doing Business qui montre qu'il faut beaucoup de temps pour avoir des résultats, passer à travers l'administration. Donc il y a des problèmes d'amélioration de l'efficacité de l'administration pour faciliter les acteurs privés et les opérateurs privés à travailler dans ce pays de manière rapide. Et ça fait ce sont les deux principales raisons, à mon avis, qui retardent les choses, parce que ce n'est pas la bonne volonté. Il y a beaucoup de gens dans le privé qui veulent mettre la main à la pâte, mais ils se heurtent à une administration qui, elle, peut-être n'a pas permis tous ces changements encore. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits en ce sens, hein, ça tout le monde les fait. Là aussi, ça demande un peu de temps pour changer à la fois des processus et puis une petite culture de travail où on veut aller plus vite et non pas où on aime peut-être un peu attendre. Bon, alors au niveau de chaque secteur, un petit peu, chaque pilier du RCPCA, donc il y a un pilier 3 qui est le pilier des secteurs, disons, productifs. Alors il y a des comités qui ont été mis en place. Là aussi, par exemple, celui du commerce est pratiquement en train de démarrer, parce que les gens le veulent, ils tapent à notre porte d'ailleurs. Donc, si on parle des comités eux-mêmes, ils ne sont pas encore opérationnels, mais ils ont avancé beaucoup plus vite dans leur désir de travailler ensemble. Ce qui manque, c'est au niveau du ministère, essentiellement, et de dire je vois l'intérêt de ce comité, je vois que ça peut aider, et mettons-nous autour d'une table, regardons qui finance quoi et comment on peut avancer ensemble. Parce que ce qui se passe souvent, c'est que justement, ces réunions sont faites de manière parcellaire, et c'est justement ce type de comité qui permet de dire quels sont les sujets à discuter ensemble, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui un meilleur investissement dans notre secteur. Et pour ça, il faut se réunir. Donc, je ne veux pas dire qu'il n'y a rien qui bloque, hein, parce que mais tout est là. Donc, il faut se faire mieux connaître. Je pense qu'il y a aussi un problème de communication au niveau de chaque ministère. Donc, on est très peu nombreux. On essaye de leur dire, voilà, une meilleure façon de travailler, ça serait d'organiser ce comité, de réunir les parties prenantes de votre secteur de manière plus formelle, et puis de regarder votre plan et de dire, bon, où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Vous avez abordé les deux secteurs. C'est vrai que, bon, pour prendre les secteurs sociaux, ce sont les secteurs un peu chouchous, en tout cas pour ce qui est de l'assistance externe, et également du gouvernement, à qui on demande de mettre de plus en plus d'argent. Mais on sait que dans une période conflictuelle, une période de crise, une période où l'administration est faible, etc., et n'a pas forcément l'argent, les acteurs internationaux en particulier, qui fournissent la majorité de l'investissement dans le pays, sont beaucoup humanitaires. C'est-à-dire qu'on a un mix très fort entre acteurs humanitaires et acteurs de développement. Et ça, c'est vraiment un défi de faire cette bonne articulation. On dit trop souvent que quand les acteurs humanitaires ont fini leur travail, ils partent. Alors la pérennité dans ce domaine, c'est très difficile à obtenir parce qu'il faut soutenir le structurel, soutenir donc les plans de développement sanitaire, le plan sectoriel d'éducation, pour que l'argent soit trouvé immédiatement et à long terme, pour qu'on puisse avoir donc les ressources humaines, les professeurs, les infirmiers, les docteurs, qui viennent à la place de ces gens qui sont venus aider de manière temporaire. Et cette transition est extrêmement difficile, aussi pour des logiques d'organisation. Ce sont toutes des organisations disparates. Alors, c'est ça l'importance de la coordination, c'est-à-dire que il faut les mettre autour de notre table et leur dire, bon, écoutez, là, vous allez partir, comment les choses vont se passer dans tel dispensaire, dans telle école, quand vous ne serez plus là.
Donc ça, c'est un handicap pour les secteurs sociaux qui est énorme et qui doit être... Et c'est justement pour ça qu'il faut mettre ces acteurs ensemble autour d'une table. Souvent, ils travaillent avec des organisations différentes, des APEX différents. Et nous, on essaie de convaincre les ministres au niveau, par exemple, santé, éducation, protection sociale, etc., de plus se parler pour connaître ces programmes et minimiser ces trous en termes de plan d'action. Ça, c'est plus pour le secteur social, vous avez abordé. Hein. Maintenant, pour les secteurs productifs, c'est normalement beaucoup plus facile. Mais on se heurte donc à vraiment, je prends le secteur rural, on se heurte énormément à ce qu'on peut appeler une parcellisation des projets. On a des acteurs qui reconnaissent que les autres sont là, mais qui disent bah oui, mais nous on a fait quelque chose, mais c'est vrai, peut-être on n'a pas assez consulté, et c'est arrivé dans des préfectures, on trouve voilà, des projets qui travaillent sur la même zone, carrément dans des cas qui vont donner de l'assistance à des populations identiques. Et ça, c'est reconnu. Alors, nous, on essaie de dire que si on se parle plus, si on a des processus de coordination, comme ces comités de coordination sectorielle, qui, comme je vous l'ai dit, n'ont pas été totalement lancés, on essaie de convaincre ces autorités et ces partenaires techniques et financiers que c'est la bonne chose à faire. Et la plupart sont convaincus. En tout cas, pour les PTF, je vous assure que tout le monde est convaincu et qu'on voudrait absolument que toute cette volonté de coordination soit mise en place. Donc, je dirais, on arrive à un point crucial et je pense que l'année 2021 va voir la plupart de ces comités lancés. Je pense qu'il a fallu pas mal de temps pour se rendre compte des outils qu'il fallait partager, des outils qu'il fallait mettre en place en termes de comités, pas en créer qui ne servent à rien, bien entendu. Et maintenant, on est dans la phase on a, je crois, commencé à sensibiliser, et je pense qu'on va accentuer avec le nouveau gouvernement une sensibilisation au niveau des ministres hein, au niveau, pour que ce soit eux qui assurent le leadership. Parce que c'est une demande aussi des partenaires internationaux en disant, voilà, c'est à vous d'être leader dans votre secteur. Donc notre travail, c'est de les accompagner pour mieux comprendre les avantages de cette coordination, que ce n'est pas des réunions de plus, mais que celles-ci, on l'espère, vont vraiment apporter un plus. Je pense que depuis que je suis arrivé ici, j'ai toujours pensé que c'était le parent pauvre du RCPCA. On dit parfois avec un sourire que même après 1 an ou 2 ans ou 3 ans, on voyait des ministres qui ne savaient pas ce qu'était le RCPCA. Et je suis très content que petit à petit, le secrétariat ait pu avoir plus de soutien. Ça, c'est un problème qui a été depuis le début. C'est qu'en fait, voilà, on travaille aujourd'hui ensemble avec vous, mais on n'a pas eu jusqu'à présent une équipe de communication dédiée. Et ça, c'est, je pense, le pire, parce qu'on ne peut pas faire des programmes nationaux sans avoir des communications dès le départ extrêmement fortes. Et je pense que ça, c'était une petite insuffisance du RCPCA. Il fallait monter une équipe communication vraiment depuis le début. Mais pour finir, je pense que je suis là dans l'équipe du secrétariat, mais il est clair que le secrétariat n'a pas eu les moyens de fonctionner pour assurer une promotion et un suivi de ce plan national où on a eu tendance à mettre beaucoup sur les épaules du secrétariat et pas assez sur les autorités responsables, sachant qu'elles ont des difficultés. Donc maintenant, le but, c'est vraiment de travailler tous ensemble pour qu'on mette en œuvre et on appuie cette mise en œuvre du RCPCA. Je pense que ça s'améliore. Ça met du temps, mais je pense que les choses sont dans le bon sens.